Bonsoir. Je me présente Sophie Malavoie, directrice du Cœur des Sciences. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir pour un événement un petit peu spécial ce soir. Ce n'est pas une conférence comme les autres. C'est une conférence du Cœur des Sciences, bien sûr, mais c'est aussi et surtout la conférence annuelle Pierre Dansereau. Donc, c'est un événement annuel qui a été créé par la Faculté des Sciences et l'Institut des Sciences de l'Environnement pour souligner le travail de Pierre Dansereau, le célèbre écologiste. Donc, mon travail se limite vraiment à vous accueillir. Et pour vous parler de notre conférencier de ce soir, Jacques Blondel, et pour vous parler un petit peu de la conférence Pierre Dansereau, j'invite Marie Larocque, qui est professeure d'hydrogéologie à l'UQAM et qui est aussi directrice de l'Institut des Sciences de l'Environnement. Marie? Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Ça fait plaisir de voir la salle bien pleine. Alors, je suis contente d'être ici pour pouvoir vous présenter un peu M. Jacques Blondel, mais je vais être assez brève. C'est lui que vous êtes tous venus pour entendre. Donc, je vais dire un simple petit mot. Donc, vous le savez sans doute, Jacques Blondel, c'est un biologiste. Il est directeur de recherche émérite au CNRS en France, membre du conseil scientifique de plusieurs espaces protégés. C'est un des pionniers de l'écologie évolutive en biogéographie. M. Blondel est un spécialiste mondial de la question. Il continue d'œuvrer pour la conservation des espèces et la compréhension des enjeux récents sur la biodiversité. C'est l'auteur de nombreux livres, dont le plus récent est celui que vous avez à l'écran ici. Malheureusement, on espérait avoir une table pour que vous puissiez vous le procurer à la sortie, mais ça n'a pas été possible. Je vous invite à aller le voir en bibliothèque ou à la librairie. Au cours des dernières décennies, M. Blondel a développé des forts liens avec l'UQAM et particulièrement avec les collègues de sciences biologiques ici. L'UQAM a d'ailleurs reconnu hier la très grande qualité de son œuvre scientifique en lui décernant un doctorat honoris causa. Donc, toutes nos félicitations. Cette remarquable implication de M. Blondel dans l'étude de la biodiversité rejoint l'immense contribution de Pierre Dansereau, un des fondateurs de l'Institut des sciences de l'environnement. Il a laissé un héritage considérable à tous les chercheurs en sciences de l'environnement, de différentes générations aussi, au Québec et à travers le monde. Et c'est pourquoi il y a cette conférence, cette série de conférences, si on veut, à chaque année, qui porte son nom. Donc, c'est pour reconnaître sa contribution, sa grande contribution en environnement. En fait, c'est en partie grâce à Pierre Dansereau si l'Institut des sciences de l'environnement, c'est maintenant une unité très dynamique, multifacultaire, multidépartementale, qui anime la vie académique en environnement et surtout en transdisciplinarité, donc pour connecter les sciences entre elles et faire avancer nos connaissances en environnement. On a presque 300 membres, 200 étudiants dans nos programmes de maîtrise, de doctorat, donc des gens qui travaillent sur différents domaines, dans différents domaines reliés à l'environnement, mais tout particulièrement aussi sur les enjeux de la biodiversité. Donc, c'est vraiment au cœur de nos activités de recherche. Donc, je suis certaine que les chercheurs, les étudiants de l'Institut qui sont ici ce soir, comme vous, le grand public, vous allez être très inspirés par la conférence de ce soir. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à notre invité. Monsieur Blondel, c'est à vous. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Je voudrais remercier tout particulièrement Mme Malavoie de m'avoir invité à prononcer cette conférence au Cœur des Sciences, et puis aussi l'Université du Québec à Montréal, et en particulier le professeur Réal, un collègue avec qui nous travaillons depuis longtemps à Montpellier. Alors je suis très touché et honoré de faire cette conférence dans le cadre des conférences de Pierre Dansereau. C'est une personne pour qui j'ai une admiration énorme, que j'ai connue, on s'est rencontrés plusieurs fois, et je suis particulièrement touché donc de vous parler ce soir d'un sujet qui lui était cher et qu'il a beaucoup travaillé, à savoir la biodiversité. Alors, la biodiversité, ça va être le sujet de notre conférence de ce soir. La biodiversité, qu'est-ce que c'est? Et je vais vous parler de ce qu'on pourrait appeler un autre regard que celui qu'on a habituellement. Habituellement, quand on parle de biodiversité, on a plusieurs métriques pour désigner ce qu'est la biodiversité, et la métrique la plus usuelle est de considérer l'espèce.
l'espèce, ce qui fait qu'un chat n'est pas un chien, qu'un platane n'est pas un chêne, etc. L'espèce, c'est l'ensemble des individus qui se ressemblent plus entre eux, qui se ressemblent avec d'autres. Alors, donc, la principale monnaie de biodiversité, c'est l'espèce. Mais qu'est-ce que l'espèce et comment la caractériser? Alors, selon qu'on est scientifique, qu'on est systématicien, qu'on est écologiste, qu'on est évolutionniste, on a des aperçus un peu différents, un peu distincts sur cette notion d'espèce. Voilà, alors voilà par exemple le statut taxinomique. Pardon. Alors, le statut taxinomique, quelle réalité biologique? Comment est-ce qu'on peut la situer dans l'arbre de la vie? La position phylogénétique, c'est un peu, si vous voulez, l'âge de l'espèce, comment elle se situe dans l'arbre de la vie. Les espèces, beaucoup d'espèces d'oiseaux, actuellement, la plupart d'entre elles sont des animaux qui ont entre 6 et 10 millions d'années, c'est déjà important. Hein, et c'est intéressant de voir comment les espèces se situent les unes par rapport aux autres, notamment quand elles sont proches. La famille des pics, par exemple, c'est une famille qui est très, très diversifiée dans le monde entier. Les pics s'enracinent dans un passé de 15 millions d'années, et puis entre 15 millions d'années et 6 millions d'années, il y a eu toute une diversification, comme un bourgeonnement d'espèces, et c'est la position de chacune de ces espèces qui intéresse la phylogénétique. Et puis alors, d'un point de vue plus écologique, la répartition de l'espèce dans son aire de répartition, qui peut être très vaste, occuper un continent entier, voire la planète entière. Vous avez vu une photo tout à l'heure de la chouette effraie. Mais la chouette effraie est un des rares oiseaux qui soit complètement cosmopolite, il y en a partout. Et puis, à l'inverse, il y en a d'autres qui sont très rares, qui sont très localisés dans des petites aires de distribution très réduites, et on parle d'espèces endémiques. Quand c'est très réduit dans l'espace, on parle de l'endémisme. Donc, c'est une nouvelle manière diversité. Son statut phénologique, ce qu'on appelle la phénologie, c'est le renouvellement d'événements sur le cycle annuel. Par exemple, la phénologie d'un oiseau migrateur, ça sera la période à laquelle il arrive au printemps, quand il revient d'hiverner, quand il va commencer à se reproduire, quand il va terminer de se reproduire, quand il va entamer sa migration d'automne. Tous ces événements-là, c'est ce qui caractérise ce qu'on appelle la phénologie. Et puis alors, sa dynamique éco-évolutive, et ça c'est une chose dont je ne parlerai pas, mais qui fait que les espèces se renouvellent dans le temps et dans l'espace, et que ce renouvellement d'espèces, c'est vraiment le moteur de l'évolution, et c'est la manière par laquelle, sur la flèche d'un temps long, d'un très nombre de millions d'années, les espèces se renouvellent à travers une dynamique qui est un mélange d'écologie actuelle et d'évolution dans le temps. Et puis, finalement, on parlera aussi des fonctions de l'espèce dans la communauté, ce que fait l'espèce. Pas simplement ce qu'elle est, si elle est abondante, d'où elle vient, où elle va, mais ce qu'elle fait aussi. Ce qu'elle fait, et c'est ce qu'on appelle les fonctions de la communauté, en particulier dans l'écosystème. Et puis je parlerai aussi d'un autre aspect, d'une autre caractéristique de l'espèce, qui est sa valeur d'existence. Alors là, on entre un peu dans des considérations éthiques et philosophiques qui ne manquent pas d'intérêt et qui sont particulièrement développées à l'heure actuelle, dans une période où vous savez que la biodiversité est en crise. Alors, si j'ai souligné ça en vert, c'est parce que je ne vais rien vous dire de tout ça. Je pourrais vous parler au moins pendant 1 heure de ça, 1h30 de ça, 2 heures de ça, et puis etc. Et je ne vous parlerai que de ça. Les fonctions dans la communauté, c'est le sujet de ma conférence, les fonctions, et plus particulièrement les fonctions qui sont valorisées par les humains, et cette valorisation les transforme en service. Le mot service veut tout dire. Voilà. Alors,
effectivement, quand on parle de biodiversité, on s'en gargarise de ce mot dans les journaux, on voit partout parler de la biodiversité s'érode, la biodiversité ceci, la biodiversité cela, mais quand on en parle, de quoi parle-t-on? On peut parler de la biodiversité collection. Voilà. Par exemple, dans une forêt, dans une érablière, dans les environs, combien il y a d'espèces de groupes différents, combien il y a d'espèces de papillons, combien il y a d'espèces de chardons, combien il y a d'espèces d'oiseaux, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on peut dire la biodiversité collection, de la même manière qu'on collectionnerait des timbres-poste. Alors, on les met dans des cahiers, on a tant de timbres-poste, voilà. Et puis, on peut parler aussi de la biodiversité différenciation. Alors là, c'est en quoi la biodiversité est importante comme matériau dont se saisit l'évolution pour faire des espèces. Voilà, par exemple, les citelles. Vous avez plusieurs espèces de citelles en Amérique du Nord. En voilà une chez nous en Europe. Alors voilà, il y a une vingtaine d'espèces de citelles dont on connaît maintenant l'origine et qui se situent sur un arbre phylogénétique, là c'est de la phylogénie, entre la période contemporaine et 15 millions d'années. Vous voyez, on est sur des durées très longues, mais on sait comment elles se situent les unes par rapport aux autres. Ça, c'est la biodiversité différenciation. Et puis, après, il y a la biodiversité qu'on appelle fonctionnelle. La biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire quelles sont les fonctions, ce que font les espèces dans les écosystèmes, pour que l'écosystème perdure. Alors, il y a des fonctions de minéralisation, de pollinisation, etc., etc. Ce qui fait que toutes les fonctions qui font qu'au cours du temps qui passe, au long de ce qu'on appelle, les forestiers appellent des successions écologiques, par exemple après une perturbation qui a ramené la végétation à un stade très, très précoce, très primaire, ensuite la végétation se développe, ça devient un taillis, ou des buissons, après un taillis, puis après ça, une vieille futaie. Quelles sont toutes les fonctions qui ont lieu dans ces écosystèmes-là pour qu'ils se développent et pour que l'écosystème vive. Et puis alors, si jamais ces fonctions peuvent être valorisées d'une manière ou d'une autre par les humains, ça devient des services. Autrement dit, les fonctions de la biodiversité dans l'écosystème, par exemple la fonction de pollinisation, voilà un sphinx, un macroglossum, qui est en train de butiner dans une plante, et en butinant, il va prendre du pollen dans le fond de la corolle de la plante, puis quand il ira dans une autre plante, il risque de féconder le pistil de l'autre plante avec le pollen qu'il aura pris dans celle-là. C'est une fonction écologique, c'est une fonction qui fait tourner l'écosystème, mais si cette fonction est valorisable d'une manière ou d'une autre par les humains, ça deviendra un service. Par exemple, le fait que les papillons et les abeilles pollinisent le blé, ça fait que le blé se transformera en graines et que les graines, on pourra le récolter et ça sera utile pour les humains. Donc les fonctions, quand ils peuvent se transformer en service, elles sont utiles à la société. Et alors c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, je vais vous parler un peu de ça quand même. Je ne vous parlerai ni de ça. Ça, c'est trop banal, ça. Hein, bon, la biodiversité collection, c'est ce qu'on voit dans les journaux, c'est facile comme tout. Différenciation, ça intéresse les évolutionnistes, mais ce qui nous intéresse, nous, pour la vie de tous les jours, c'est surtout cette partie de la biodiversité qu'on appelle fonctionnelle. Voilà, pour résumer, donc, les écosystèmes sont caractérisés par ce qu'on appelle des structures. Dans l'écosystème, il y a tant de peuplements, de vertébrés, de plantes, d'insectes, de ceci, de cela. Ces structures font... Il y a toute une série de processus. Toute une série de processus qui ont lieu, par exemple, le processus de pollinisation. Si ces fonctions sont potentiellement utiles par les humains, ça devient des services. Et ces services qui sont valorisés par les sociétés deviennent des biens d'usage et de non-usage. On parlera tout à l'heure de la notion de valeur. Les biens d'usage, c'est ce qu'on prend directement pour nous, pour notre usage personnel. Et le non-usage, vous allez voir ce que c'est qu'on n'utilise pas tout simplement pour notre subsistance de tous les jours. Alors voilà résumé. Cette bille bleue dans l'univers sidéral qu'est la planète, cette jolie bille bleue, voilà,
que les cosmonautes voient de loin. Elle est le siège d'une biodiversité. Alors, vous savez, on ne sait pas très bien combien il y a d'espèces dans le monde. C'est tellement difficile de faire un inventaire de toutes les espèces qu'on ne sait pas très bien. Il y a probablement entre 10 et 30 millions d'espèces quand on parle des espèces à reproduction sexuelle, ce qu'on appelle les eucaryotes. C'est les plantes à reproduction, les organismes à reproduction sexuelle. Alors donc, cette biodiversité-là, elle est le siège des fonctions dont je vous parlais tout à l'heure. Ces fonctions sont éventuellement valorisables en service pour le bien des sociétés humaines. Que voilà. Voilà, le cercle, il est comme ça. Et si jamais ces sociétés humaines-là, par des mécanismes nombreux et divers, pèsent trop fort sur la biodiversité et sur les services, ça peut se transformer en changement, qu'on appelle le changement global, qui peut être au détriment de la biodiversité, qui peut se traduire par une érosion de la biodiversité. Alors on a plein d'exemples. Il y a 6 grandes composantes du changement global. Voilà. En particulier l'altération des habitats, les pollutions chimiques, le réchauffement climatique, la surexploitation des ressources, les invasions biologiques. Tout ça, ça abîme la biodiversité, donc ça baisse sur les fonctions et ça risque de diminuer la qualité et la quantité des services. C'est pour ça que là, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon, c'est ce dont on bénéficie, et ça, c'est pas bon. Voilà, c'est ce qui pose problème actuellement. Voilà. Vous me suivez? On ne sait jamais, hein. Voilà. Bon, alors, les services. Les services, c'est ce que la biodiversité nous offre, gratuitement. Alors, ce qu'elle nous offre, il y a 4 grandes catégories de services. Il y a d'abord les services d'approvisionnement. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on utilise pour se chauffer, les fibres qui sont utilisées pour faire, par exemple, des tissus, et puis les médicaments. Ça, c'est ce qu'on puise dans les écosystèmes pour satisfaire des besoins d'approvisionnement. Après ça, il y a des services de régulation. La biodiversité, elle est fondamentale pour réguler le climat. S'il n'y avait plus de forêt, on aurait un climat qui serait encore plus démoli que ce qu'il est actuellement. Et c'est une des raisons pour lesquelles le déboisement massif de la grande forêt amazonienne est problématique, pas simplement à l'échelle du Brésil et de l'Amérique du Sud, mais à l'échelle de la planète, tellement c'est vaste. Donc, climat, les nappes aquifères, l'eau est épurée par la biodiversité qu'il y a dans le sol. Quand des pluies acides, par exemple, tombent dans le sol, elle est ensuite épurée par toute la faune et toute la flore qui est dans le sol. Ça fait des sources plus claires. Recyclage de la matière organique, ça supprime l'érosion. Et puis, alors là, il y a un service qui est de plus en plus important maintenant, c'est la séquestration du carbone. La séquestration du carbone, notamment par les forêts, est un service écosystémique de très grande importance. Après, il y a les services qu'on appelle de support. C'est ce qui entretient les écosystèmes, c'est ce qui fait qu'une forêt fonctionne, tourne. Alors, les trucs de support, c'est la formation des sols, hein. C'est ce qu'on peut appeler l'auto-entretien des écosystèmes. C'est la pollinisation, dont on a déjà parlé. C'est la photosynthèse qui fait que, à partir de la lumière et des minéraux qu'il y a dans le sol, les plantes peuvent former de la biomasse végétale qui sera ensuite à l'origine des chaînes trophiques par lesquelles les organismes se reproduiront. Donc, services de support. Tout ça, c'est majeur. Et puis, il y a aussi les services culturels. On est aussi des êtres pensants avec une tête à penser. Voilà. Donc, c'est des valeurs qu'on peut appeler intangibles. Intangibles, elles ne sont pas directement perceptibles comme ça, mais c'est des valeurs intangibles de la nature qui relèvent de la catégorie des valeurs, les loisirs, l'inspiration, la spiritualité, etc. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça, de manière plus ou moins longue, mais je vais vous parler aussi pas mal, tout à fait à la fin, des valeurs intangibles de la nature. Pour nous résumer sur ce que sont les services d'approvisionnement, voilà, alors les champs qui permettent aux populations humaines de se nourrir, les services de régulation
Voilà, les flèches bleues ici, par exemple, le contrôle des ravageurs, des pestes dans les cultures, les ravageurs qui bouffent les cultures des paysans, ils peuvent être régulés notamment par des insectes qui sont consommateurs d'insectes et ravageurs des cultures. Voilà. La purification de l'eau, c'est un service de régulation. La décomposition de la matière organique, ça c'est tout à fait majeur et c'est très important. Voilà. La séquestration du carbone et puis la minéralisation de l'azote. Tout ça, c'est les flèches bleues, c'est des services de régulation. Alors les services de support, maintenant, on a déjà parlé de la pollinisation, c'est les flèches bleues. Voilà. Et puis la production de matière végétale. Et puis, en neuf, là maintenant, les services culturels, par exemple, le fait de s'émerveiller devant les beautés de la nature, hein, aller se balader dans la forêt, puis d'être heureux de voir une belle forêt avec des oiseaux, des insectes, c'est des services culturels qui sont évidemment également très, très importants. Alors, vous imaginez, là c'est tout à fait schématique, mais imaginez les myriades d'organismes qu'il y a dans les écosystèmes et le fonctionnement, toutes les interactions qu'il y a entre ces organismes, c'est toutes ces interactions qui sont à l'origine de tous ces services dont on parle là. Alors c'est d'une complexité absolument épouvantable, et pratiquement tous les grands laboratoires d'écologie, maintenant, dans tous les pays du monde, s'intéressent à plusieurs aspects de ces services. Et c'est compliqué. Alors le plus simple, l'oiseau dans notre assiette, par exemple, comme service, le premier service d'approvisionnement. Les services d'approvisionnement, donc ce que la main de l'homme prend dans la nature pour se nourrir, par exemple, eh ben, c'est 50 milliards de poulets qui sont mangés par an dans le monde. Voilà, 50 milliards de poulets, 2,3 milliards de canards, 680 millions de dindes, etc., etc. 2000 milliards d'œufs. Voilà, ça c'est un service d'approvisionnement direct. Alors, ça c'est un coq. Vous savez que tous les poulets du monde que vous trouvez maintenant absolument partout, c'est une espèce domestiquée à partir d'une espèce sauvage qui est le Gallus gallus, dont on a un mâle sur son nid dans les forêts au pied de l'Himalaya. C'est un oiseau du sud-est. Voilà. Le poulet est originaire du sud-est. Il a été domestiqué il y a à peu près 5000 ans. Et depuis 5000 ans, on fait des poulets de plus en masse et on en bouffe 50 milliards par an. Mais aussi, on prélève dans la nature aussi, dans des animaux non domestiques. Ça, c'est des œufs de fulmar. Le fulmar est un oiseau marin qui niche en colonie dans les îles de l'Atlantique Nord, par exemple, et en des colonies fabuleusement nombreuses. Parce que le fulmar pond un œuf par an. Vous voyez un peu tous les seaux d'œufs qui sont prélevés. Ça, c'était autrefois dans les colonies des mers du Nord, du Spitzberg, d'Islande, et dans des coins comme ça. Voilà le fulmar. On lui piquait ses œufs aux malheureux oiseaux pour les manger. Voilà. Donc ça, l'oiseau dans nos assiettes, c'est quelque chose de tout à fait primaire, basique, et qui se multiplie depuis la nuit des temps. On sait par exemple que les Néandertaliens qui ont vécu pendant 200 000 ans, vous vous rendez compte, les durées vertigineuses, que c'est vraiment pour nous, c'est la nuit des temps. Pendant 200 000 ans, en Europe, il y a des Néandertaliens, et moi je connais bien une grotte qui a été occupée pendant 40 000 ans par des Néandertaliens, au pied du rocher de Gibraltar. Et dans le rocher de Gibraltar, il y avait plein de pigeons, bisets, et les Néandertaliens se nourrissaient des pigeons et de leurs œufs, on le sait, par tous les dépôts archéologiques qu'il y a dans la grotte, c'est la Gorham's Cave de Gibraltar. Voilà. Donc ça, c'est depuis la nuit des temps, on mange des oiseaux. Alors maintenant, on les tue, on les braconne, on les chasse. On sait qu'il y a plusieurs dizaines de millions de petits oiseaux qui sont mangés, braconnés par an dans le bassin méditerranéen, entre les grandes zones de reproduction d'Europe et d'Asie et les zones d'hivernage d'Afrique. La Méditerranée est traversée par des milliards d'oiseaux, et sur ces milliards d'oiseaux, il y en a plusieurs dizaines de millions qui sont capturés, plus ou moins légalement, et qui sont consommés par les populations méditerranéennes. Pas moi, rassurez-vous.
Voilà. Alors un autre service d'approvisionnement que je vous donne parce que il est assez intéressant, c'est la production de guano. Le guano, c'est les crottes d'oiseaux. Les crottes d'oiseaux, pendant des milliers, des dizaines de milliers et des millions d'années, elles se sont accumulées sur des îlots de reproduction d'oiseaux, comme par exemple ce cormoran, qui est le cormoran de Guémard. Et puis il y avait bien d'autres espèces qui nichaient, par exemple, le long des côtes des continents, dans les endroits où il y a des remontées d'eau froide, ce qu'on appelle les upwelling. Le courant de Humboldt, ici, qui longe l'Amérique du Sud, il apporte des quantités incroyables de nourriture, sous forme de poissons, qui sont ensuite pêchés par les oiseaux, qui nichent sur les îlots, voilà, et qui, pendant des millénaires et des millénaires, ont accumulé des tas de crottes qui font un guano très épais. Ça, c'est la colonie de fous de l'île de Bonaventure. Vous devez la connaître, au moins la plupart d'entre vous. Ben là aussi, il y a des épaisseurs de guano qui peuvent atteindre plusieurs mètres. Et alors, le guano était tellement important qu'il y avait des mines de guano. C'était une exploitation de type minier. C'est incroyable. Et il y a des descriptions de la ruée sur le guano au XIXe siècle. C'était aussi important que la ruée vers l'or en Californie. Donc, il y avait des compagnies américaines notamment, qui affrétaient des bateaux. Voilà toute une flotte de bateaux qui est en train d'aller sur une île et qui va exploiter du guano comme on exploite des mines de n'importe quel minerai. Voilà. 300 000 tonnes de guano ont été exploitées par an pendant pratiquement tout le XIXe siècle. Et on pense qu'actuellement encore, bien que les colonies de la plupart de ces espèces aient beaucoup décliné, parce que tout malheureusement décline, malgré ça, on estime que 10 000 tonnes de phosphore, le guano comporte beaucoup de nitrate et de phosphore, 10 000 tonnes sont introduites annuellement sur les îles à partir de ces éléments vivants que sont les poissons, qui sont mangés par les oiseaux et dont les excrétas de ces oiseaux font ce guano. Bon, 10 000 tonnes de phosphore importées annuellement, chaque année, sur les îles à l'échelle mondiale. Voilà. Il y a aussi alors d'autres services. Ça, c'était des services d'approvisionnement. Maintenant, je vous ai parlé des services de régulation. Parmi les services de régulation, il y a le fait de nettoyer les eaux, il y a le fait de réguler le climat, et puis il y a aussi le recyclage de la matière organique. Quand un animal est mort, il faut bien qu'il soit recyclé. Alors il est recyclé par plein d'insectes, mais aussi un groupe d'oiseaux qui sont les grands oiseaux nécrophages, en particulier les vautours. Il y a beaucoup d'espèces de vautours. Voilà le vautour fauve, qui est un oiseau nécrophage et qui va se charger de minéraliser ces malheureuses vaches qui sont mortes. Et quelquefois, c'est des spectacles absolument ahurissants de grandes colonies de vautours qui font des nuées comme ça de vautours qui se précipitent sur une carcasse au point qu'une vache morte peut disparaître en moins d'une heure. Ça va à toute allure. Et alors là, je vais être un peu... que les âmes sensibles ferment les yeux, parce que c'est un service de régulation qui est aussi un service culturel. Dans certaines religions, en particulier ce qu'on appelle les zoroastristes, les cadavres ne doivent pas être ensevelis, voilà, ils doivent disparaître et partir dans les airs. Et alors, les populations, en particulier en Inde et au Tibet, construire ce qu'on appelle des tours du silence pour faire des funérailles célestes, qu'on appelle des funérailles célestes. Alors les humains sont mis au sommet des tours, voilà. Alors là, tous les cadavres sont mis là, et puis les vautours sont chargés de les faire partir non pas dans la terre, mais dans le ciel. C'est une religion qui est parfaitement respectable. Et alors voilà, ça c'est un peu macabre, mais voilà un être humain qui est pratiquement complètement recyclé par des vautours. Ça pose d'ailleurs un problème parce qu'il y a actuellement une pollution chimique épouvantable dans ces pays-là, en Inde et au Tibet, par un pesticide qui s'appelle le diclofénac et qui tue les vautours.
il n'y a pratiquement plus de vautours, et on estime que ça fait des sommes tout à fait considérables que les populations humaines sont obligées de dépenser pour trouver des succédanés aux vautours pour faire disparaître leurs défunts. Voilà. Donc, service de régulation. Voilà. Alors, service de régulation et service d'approvisionnement, comme vous avez vu, j'ai passé très vite, mais l'heure tourne, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et je vais vous parler maintenant des services de support. 1000 services de support qui assurent le fonctionnement au jour le jour des écosystèmes. Sans services de support, on n'aurait pas d'écosystème viable. Alors, reprenons cette figure que vous avez déjà vue, qui illustre des stades d'une succession écologique entre le moment où la forêt est détruite par un incendie, par exemple, ça peut être une tempête, ça peut être un glissement de terrain, ça peut être une inondation, et puis progressivement, au cours du temps qui passe, la végétation reprend ses droits petit à peu pour faire un taillis, puis une grande futaie. Alors pour les gens qui pratiquent de l'écologie, vous avez tous entendu parler des diversités alpha, bêta, gamma, puis de renouvellement des communautés avec une vitesse de renouvellement qui dépend de tas de facteurs dont je ne vous parlerai pas ici parce que ça nous prendrait trop de temps, puis ça serait peut-être un peu trop ennuyeux. Mais les plantes, contrairement aux animaux, ne se déplacent pas. Or, pour que la vie se perpétue sur la Terre, il faut qu'il y ait une possibilité de dispersion, un déplacement horizontal. Donc les animaux ont des pattes ou des ailes, ou quelquefois ils rampent, mais ils ont des moyens autonomes de déplacement. Les plantes, il faut qu'elles soient transportées par des vecteurs mobiles qui les transportent. Alors ça peut être du vent, ça peut être des tas de choses. Alors dans le jargon des scientifiques, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller trop loin, mais il y a des différents systèmes de chorie. Chorie, c'est du nom grec choros. Choros, ça veut dire aire de distribution et déplacement, distribution. Choros, alors la chorie, c'est-à-dire le déplacement qui est nécessaire à la dispersion des végétaux, elle peut se faire par différents modes de dispersion. L'agent de la chorie, ça peut être du vent. Alors, anémos, ça veut dire vent en grec, donc anémochorie, c'est des plantes qui sont dispersées par le vent, comme le pissenlit. Un coup de vent là-dessus, et hop, les graines fichent le camp, et c'est le vent qui les emporte. Bon. Quand les graines sont dispersées par l'eau, on va parler d'hydrochorie. Par exemple, cette plante-là, la châtaigne d'eau, c'est une plante qui est trimballée par l'eau, puis finalement, à un moment donné, elle va couler, et elle va s'ancrer, elle va se ficher dans le sol par ces encres-là. Vous voyez? Ça, c'est Hydrocorus morsus rana. Voilà. Et puis, elles peuvent être transportées par les animaux. Et c'est le mode, en réalité, le plus répandu. Alors, dans les animaux, il y a, quand c'est transporté par des fourmis, on parle de myrmécochorie. Quand c'est des reptiles, on parle de saurochorie. Quand c'est mammifères, thériochorie. Puis quand c'est des oiseaux, comme ça nous intéresse, de ornithochorie. Et l'ornithochorie, elle présente plusieurs types. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'épizoochorie ou l'épiornithochorie. N'inquiétez pas, je n'irai pas plus loin dans le jargon. C'est quand, par exemple, des plantes comme la bourdaine ont des poils qui s'accrochent. Et quand ça s'accroche au pelage des mammifères, que le mammifère passe dans un champ de bourdaine et de chardon, et puis qu'il a des graines de chardon partout, il va les déposer un peu plus loin. On appelle l'épizoochorie. Puis il y a d'autres systèmes, l'endozoochorie. Alors voilà, l'endozoochorie, c'est quand la plante dépense beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, c'est pareil, beaucoup d'énergie pour produire une chair bien pulpeuse, hein, et puis au centre, il y a le noyau. Alors, la baie ici, comme celle-là, endozoochorie, la baie est avalée par l'oiseau, et l'oiseau recrachera le noyau ou déféquera la graine. Hein, avalera ou déféquera. Et comme il le fera généralement à une certaine distance de la plante mère, ça fait de la dispersion.
ce qu'on appelle l'endozoochorie, parce que l'animal mange la graine. Ça, c'est l'endozoochorie. Et puis il y a encore un autre système, c'est la synzoochorie. Alors là, l'oiseau prend la graine et va la cacher quelque part pour faire des réserves. Et puis la stratégie évolutive qui a été inventée par l'évolution, donc, c'est que l'oiseau il va stocker ses graines pour les récolter plus tard, pour les manger plus tard, par exemple en hiver, mais il va en oublier un certain nombre. Et la stratégie, c'est la stratégie de l'oubli. S'il en oublie suffisamment pour que la plante puisse se régénérer, c'est gagnant-gagnant, gagnant pour l'animal et gagnant pour la plante. Alors, plein d'exemples. Les chênes, les glands de chêne, par exemple, c'est des plantes. Les chênes sont des plantes synzoochores parce que leurs graines, les glands, sont pris par le jet qui va les planter carrément, il va les cacher dans le sol. Et puis c'est quelquefois extraordinairement élaboré. Et là, on a ce qu'on appelle des syndromes de coévolution parfaite, quand il peut se trouver qu'un oiseau et la plante qui se dispersent ont évolué d'une manière telle qu'ils ne peuvent plus se séparer, ils ne peuvent plus se quitter l'un de l'autre. Ils sont nécessaires l'un à l'autre. C'est le cas du casse-noix. Le casse-noix, ici, qui va se nourrir des graines du pin qui sont cachées sous les écailles de la pomme de pin, là, et qui fait qu'il est complètement tributaire pour sa survie, notamment en hiver, de ces graines-là, et qu'à son tour, le pin est complètement tributaire du casse-noix qui ira cacher ses graines, mais qui va en oublier. Voilà. Alors voilà, ça c'est une plante synzoochore, c'est le pin sambro dans les Alpes, ou le Pinus albicolis, là le pin à écorce blanche en Amérique du Nord. Ça c'est une plante thériochore, c'est une figue, c'est plein de pépins à l'intérieur, et les pépins seront bouffés par un renard, par exemple, un mammifère qui ira crotter dans un coin et ça fera pousser la plante. Ça c'est endozoochore, ça c'est endozoochore, ça c'est hydrochore. Ça. Vous voyez que l'évolution a implanté plein de systèmes de dispersion différents qui toutes valorisent un vecteur de dispersion qui déplace la plante dans l'espace. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ça marche dans la nature, dans l'écosystème. Service de support essentiel. Là, ce sont 4 successions écologiques, comme celle que je viens de vous montrer. Voilà. Premier stade, deuxième stade, troisième stade, quatrième stade. Là, il y a 4 stades. Et là, il y en a 7. Bon, mais l'idée est quand même la même. Pour des quantités de raisons que je n'ai pas trop le temps de vous développer, mais qui, d'un point de vue évolutif, sont faciles à comprendre, les systèmes de dispersion changent un peu selon le stade d'évolution de la végétation. Dans les tout premiers stades, on a des plantes essentiellement anémochores, trimballées par le vent, donc qui les transportent tous azimuts. Quand c'est un vent du sud, les graines vont vers le nord, et quand c'est un vent du nord, ça va vers le sud. Donc c'est tous azimuts. Ça correspond pour les gens qui sont un peu de la partie à une stratégie de dispersion de type R. Bon. Alors, dans les premiers stades, par exemple les pissenlits pour ce qui était des herbes, et pour ce qui est des arbres, les érables, les samarres d'érable, là par exemple, c'est des graines qui sont transportées par le vent. C'est le vent qui les fait bouger. Voilà. Alors donc, dans les premiers stades anémochores, et puis au fur et à mesure que la succession se développe, ça c'est le taux de frugivorie. Bon, c'est ce qui se rapporte à la nourriture des oiseaux. Plus le taux de frugivorie est grand, c'est-à-dire plus le syndrome de dispersion est assuré par des animaux qui mangent des fruits. Par exemple, ce groupe de turdidés ici, voilà, ces 4 griffes qui sont très répandues en Europe et qui se chargent de disperser des plantes de type endozoochore, comme ça, voilà. Endozoochore, bon. Et puis, finalement, au fur et à mesure que la succession va se développer dans l'espace, c'est-à-dire que la forêt va grandir, le relais sera pris par un autre syndrome de dispersion qui sera réalisé par les animaux synzoochores, les animaux qui cachent en particulier les glands, par exemple, les glands de la chênaie, ici. Pour les initiés, c'est la forêt de Pirio, une forêt de chêne. Mais c'est une forêt de chêne vert en Corse. Elle est régulièrement entretenue
et replanter quand il y a un incendie ou quand il y a un ouragan qui l'affiche par terre. C'est les geais qui s'occupent de la replanter. Voilà. C'est des services importants. Hein. Alors, on peut aller plus loin maintenant avec les outils moléculaires. On peut faire des trucs absolument passionnants. On peut savoir quand, par exemple, une série de plantes, une série de buissons, par exemple ici, voilà, 1, 2, 3, là, 4 espèces de plantes endozoochores, l'aubépine, l'olivier, le pistachier lentisque et le myrte, qui sont dispersées par une autre guilde, ça c'est une guilde de plantes dispersée par une guilde d'oiseaux. C'est intéressant, ça peut être intéressant, notamment pour des questions de gestion ou simplement pour la connaissance pure, de savoir qui s'occupe de quoi. Quelle est l'importance de chaque espèce dans la dispersion de tel ou tel végétal. Alors on le fait, si vous prenez des crottes d'oiseaux, si vous prenez des crottes d'oiseaux et que vous faites une analyse par l'ADN qu'il y a, par les restes d'ADN qu'il y a sur la crotte, hein, il y en a toujours, et ben vous pouvez par ces marqueurs moléculaires qui permettent de définir des codes barres, c'est des codes barres comme dans un magasin, vous pouvez savoir qui disperse quoi et dans quelle proportion. Et c'est là qu'on voit, par exemple, que le rouge-gorge, ici, a une importance très importante pour disperser ces deux plantes-là, que la fauvette à tête noire, ici, elle disperse en majorité ces plantes-là, et puis que le pigeon ramier, ici, il a une toute petite contribution pour disperser cette plante-là, puis etc., etc. Vous voyez, donc, on peut aller très loin dans l'analyse scientifique à partir des marqueurs moléculaires pour savoir comment ça se passe réellement dans la nature. Alors, on a pu quantifier tout ça par des méthodes que je vais vous... dont je ne vais pas trop vous parler parce que ce sera un peu long, mais on sait par exemple que les geais plantent en moyenne 50 000 glands à l'hectare. En moyenne, pas un seul oiseau, mais une population de geais dans la forêt, elle plante en moyenne 50 000 glands à l'hectare. Et on a calculé, c'est des Suédois qui ont fait ça, on a calculé que s'il fallait planter à la main les glands pour reconstituer une forêt après qu'on l'ait coupée, quand on la coupe complètement, un hectare de forêt, s'il n'y avait pas de geais, si les geais avaient complètement disparu, c'est pas souhaitable, mais s'ils disparaissent complètement, s'il fallait planter à la main, en plantant soi-même les glands ou en mettant des petites plantules de chêne, ça nous coûterait entre 2 000 et 7 000 euros par hectare. Vous voyez ? Donc ça donne une idée un peu de l'importance de ce service qu'est la dispersion des graines. Voilà un geais qui est en train de travailler un gland qu'il ira planter un peu plus loin, hein, à distance de la plante mère, et puis ça c'est un oiseau endozoochore, un turnus, c'est le merle, voyez, qui est en train de manger une baie de sorbier ici. Cette baie elle va être avalée, et puis le noyau, là, la graine à l'intérieur, elle partira dans la crotte de l'oiseau, voilà, puis un peu plus loin que... Voilà. Donc, un service majeur. Alors ça, c'est un cas tout à fait intéressant d'un point de vue scientifique, d'un point de vue évolutif, parce qu'on a un syndrome de coévolution parfaite. C'est-à-dire que l'évolution d'un des partenaires du système dépend de l'évolution de l'autre. Ils ont évolué en même temps, l'un de l'autre. C'est le cas du casse-noix et de la rolle. Le casse-noix est un oiseau de la famille des corvidés, une grande famille qui a une répartition sur tout l'hémisphère nord. Il y a plein de corbeaux ici aussi en Amérique du Nord. Et le casse-noix, voilà, il a un équipement morphologique et anatomomorphologique tout à fait remarquable. Il a un bec d'une puissance incroyable, c'est une vraie cognée, une hache, et il pète complètement, il fait éclater les écailles de cette pomme de pin qui appartient à une espèce très particulière qui est le pin sambro, ou pin à rolle. Le pin sambro qui est un pin des Alpes, qui a une distribution qui est exactement calquée sur la distribution du casse-noix. Le casse-noix et le pin à rolle ont la même distribution, tout simplement parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour vivre. Voilà. Alors le casse-noix va récolter toute la production de graines de pin à rolle chaque année, il récolte tout. Il enveloppe, alors avec son bec, il casse les écailles, il extirpe la graine de la petite loche qui est là-dedans et il va les cacher. Et il va les cacher en de multiples points de son territoire.
mais absolument, absolument partout. On a des collègues en France qui ont étudié la question et qui montrent que voilà, ça, ce sont des graines de pain à rôle qui ont été, on a enlevé la peau ici. Voilà une pièce de 1 euro qui vous donne une idée de l'échelle. Donc, il va cacher toute la récolte en de multiples points de son territoire. Et il creuse un terrier, il creuse un tunnel au fond duquel il met la cache. Il met la cache dans laquelle il y a une dizaine de graines. Et alors, il va se nourrir tout l'hiver, y compris quand il y a beaucoup de neige, il va se nourrir des caches de graines qu'il a faites. Et même, alors ce qui était extraordinaire, qui n'est pas encore élucidé sur le plan du comportement de dispersion et des mobilités des oiseaux, il trouve immédiatement ces caches, il sait où elles sont, et il va les retrouver, même quand il y en a des milliers. On a un exemple de cache ici, voilà, qui a été exploité en hiver. Il y a pas mal de neige, mais l'oiseau est allé droit au but. Voilà, il a sorti les graines de pain à rôle et il les a mangées. Alors là encore, la stratégie de la plante est de compter sur le fait que le casse-noix ne va pas tout récupérer, soit parce qu'il en a planté trop pour ses besoins, soit parce qu'il est mort entre-temps. Donc il reste une partie qui est disponible pour la régénération. Et on estime, par des travaux qui ont été très bien conduits, que 30%, à peu près 30% des graines sont disponibles pour la régénération. Et voilà ce qui se passe quand vous vous baladez dans les Alpes et puis que vous voyez comme ça, très souvent au pied d'un grand mélèze ou un grand arbre, une petite touffe de pin qui germe, qui ont germé, eh bien, ça correspond à une cache qui a été oubliée par son propriétaire et qui permet à la régénération de se faire. C'est génial comme système, hein? Alors, ça se passe en Europe, chez nous. Mais vous, en Amérique du Nord, vous avez une espèce qui est vicariante, qui est pratiquement la même. Celui-là, il s'appelle Nucifraga caryocatactes, mais vous avez en Amérique du Nord un autre qui s'appelle Nucifraga colombiana. C'est une espèce vicariante qui, alors c'est là que c'est intéressant de faire de la biodiversité phylogénétique, parce qu'on peut savoir quelle est la proximité génétique entre ces deux casse-noix, celui d'Amérique et celui d'Europe, et on sait que leur séparation, parce qu'on peut en plus dater la phylogénie, c'est une séparation qui date de 4 ou 5 millions d'années. Il y a 4 ou 5 millions d'années, il y a une espèce qui s'est splittée en deux, qui a fait celui-là en Amérique du Nord et l'autre chez nous. Et bien celui-là, exactement le même système. Le même système avec un autre pin qui est le pin à écorce blanche, Pinus albicollis. Alors le casse-noix d'Amérique, on sait qu'après un grand incendie qui a enflammé le parc de Yellowstone en 1988, eh ben, c'est lui qui a replanté la forêt. Il a assuré le service de reboisement à raison de 80 plantules à peu près par hectare. Voilà. Alors voilà des syndromes de coévolution tout à fait étroits qui sont relativement rares dans les régions tempérées, boréales, mais qui sont extrêmement communes dans les pays tropicaux, et pour une raison bien simple, c'est que dans les pays tropicaux, il y a les plantes sont disponibles toute l'année, il y a des fruits toute l'année. Donc, il n'y a pas de saison creuse, alors que dans les pays boréaux, il y a le printemps et l'hiver. Donc la disponibilité des fruits n'est pas annuelle, elle n'est que saisonnière. Quand elle est saisonnière, c'est plus compliqué et ça nécessite des adaptations de type de celles que je viens de vous décrire. Alors que quand il y a des fruits toute l'année, on n'a qu'à se servir et là, il peut y avoir des coévolutions beaucoup plus étroites. Mais ce qui fait que 80 à 90% des plantes des grandes forêts tropicales sont dispersées par des oiseaux. Voilà. L'endozoochorie est beaucoup plus répandue en milieu tropical qu'en milieu tempéré. Voilà. Et alors, ces migrations nord-sud, enfin ces mécanismes de dispersion, je vous les ai montrés à petite échelle, à l'échelle de la forêt ou à l'échelle d'un massif alpin. Mais à de beaucoup plus vastes échelles d'espace et de temps, c'est la même chose. Vous savez qu'au cours des 2 derniers millions d'années, au cours de ce qu'on appelle la période du Pléistocène, on a eu on a eu sur la planète une vingtaine d'épisodes glaciaires
entrecoupés d'épisodes interglaciaires. Alors, en pleine période glaciaire, comme par exemple il y a 20 000 ans, la dernière grande période glaciaire, c'est ce qu'on appelle le Würm, la glaciation du Würm en Europe et du Wisconsin en Amérique du Nord. Il y avait 20 mètres de glace. Restez dans la lumière, parce qu'il y a une captation. Ah oui, mais ça m'éblouit. Bon. Il y avait plusieurs kilomètres de glace ici à Montréal. Hein. C'était la période glaciaire, le pléniglaciaire du Würm. Et puis la déglaciation a commencé à l'aube de la dernière période interglaciaire qui a commencé il y a 10 000 ans. Alors, ça c'est de châtaigniers, corylus, et ça c'est des chênes, quercus. On prend l'exemple du chêne. Il y a 12 000 ans, tous les chênes étaient réfugiés en Méditerranée pour l'Europe. Voilà. Et là, il y avait de la glace partout. Et puis, l'amélioration climatique s'est progressivement poursuivie. Ça, c'est 9 000 ans, 7 000 ans et 5 000 ans. Il y a 5 000 ans, ce qu'on appelle l'optimum climatique, eh bien, les chênes avaient reconquis pratiquement tout le terrain qu'ils avaient perdu. Ben, des chênes, ça n'a pas de pattes. Hein. Eh bien, on sait par des données de palynologie, d'études avec des marqueurs moléculaires, et de fossiles et de pollen fossiles, que les chênes se sont déplacés à la vitesse d'en gros entre 3 et 500 mètres par an. 3 et 500 mètres par an, ils ont été déplacés par des vecteurs. Alors les cours d'eau ont probablement joué un peu un rôle, mais c'est surtout les jets. Alors le jet des chênes chez nous, les jets bleus chez vous aussi, vous avez plusieurs espèces de jets qui s'occupent de transporter les diaspores végétales et qui permettent ces mobilités. Alors, pendant les périodes glaciaires, tout le monde se réfugie dans les grandes péninsules méditerranéennes, la péninsule ibérique, la péninsule italienne, les Balkans. Et puis, en période interglaciaire, comme là, tout le monde remonte vers le nord. Alors, les forêts grâce aux chênes, les forêts, et puis les faunes associées à ces forêts qui se déplacent comme ça. Voilà. Et alors voilà l'acteur principal, qui est le jet des chênes. Mais on a pu mettre en évidence par des marqueurs moléculaires, avec en particulier l'ADN cytoplasmique, les processus de recolonisation de l'Europe. Et voilà comment ça s'est fait. À partir de ce refuge ibérique, les chênes sont remontés progressivement et en moins de 5000 ans, ont regagné tout le terrain. Voilà. Donc un service de support absolument éminent. Ça va ? Alors maintenant, on va passer un peu à des services un peu plus culturels. Services culturels, d'abord la recherche scientifique. La recherche scientifique, moi je suis un chercheur scientifique, il y en a pas mal dans la salle, ils ont des modèles d'études. Il y a des gens qui travaillent sur les fourmis, il y a des gens qui travaillent sur les mammifères, d'autres sur les plantes, d'autres sur des bactéries, hein, voilà. Et puis d'autres sur des vers de terre. Puis il y en a qui travaillent sur les oiseaux. C'est très agréable de travailler sur les oiseaux. D'abord parce qu'il n'y en a pas trop, il y en a 10 000 espèces à la surface de la Terre, donc c'est manipulable. En plus, c'est beau, c'est joli, ça chante bien, c'est sympa. La plupart sont diurnes, donc on n'a pas à se lever la nuit pour travailler dessus, etc. Ce qui fait que le grand biologiste, un des plus grands biologistes en évolution, qui s'appelle Ernst Mayr, a écrit un jour que les oiseaux sont un tremplin vers l'inconnu. Et effectivement, une grande partie de la théorie écologique et de la théorie évolutive a été construite à partir d'études sur les oiseaux. Quelques exemples. Voilà, les modèles oiseaux ont permis d'établir des fondements de la théorie de l'évolution. Ça a commencé par Darwin, quand même. Hein. À tout honneur, tout seigneur, à tout seigneur, tout honneur. Charles Darwin, avec les pinsons de Darwin. C'est lui qui a quand même été le premier fondateur d'une théorie importante sur l'évolution. Ensuite, la dynamique des populations, c'est David Lack, c'est un Anglais qui a travaillé sur la manière dont les populations se renouvellent dans le temps et dans l'espace à partir de traits d'histoire de vie, comme la période à laquelle elles se reproduisent, les taux de mortalité, de natalité, etc. Bref, dynamique de population. Le partage des ressources dans l'espace, alors c'est Robert MacArthur, ce type, c'est un génie. MacArthur, en 1958, il a travaillé sur la manière dont une série de petits passereaux d'Amérique du Nord, les parulines,
les parulines en particulier, le genre Dendroica et le genre Parulinus, comment une épinette ici coupée en coupe est partagée, toutes ces 5 espèces d'oiseaux se partagent l'espace. Des mécanismes de compétition et de partage qui font que chacun est à sa place. Voilà. Donc, ce partage des ressources, qui est issu d'une théorie qui a été mise au point par un autre génie de la recherche qui s'appelle George Evelyn Hutchinson, voilà, qui a mis au point la théorie de la niche. Bon, MacArthur, qui était son élève, a travaillé dessus et a établi les fondements d'une structure des communautés qui a ensuite été reprise par Martin Cody, qui, la structure des communautés d'oiseaux, a beaucoup contribué à nous faire connaître la manière dont les communautés étaient structurées. Et puis, les mécanismes d'adaptation au jour le jour, en fonction du temps qui passe, mais un temps relativement court, a été ces mécanismes de l'adaptation ont été très bien étudiés par le couple Grant, Peter et Rosemary Grant, qui pendant au moins 40 ans ou 45 ans ont travaillé sur encore les pinsons de Darwin et ont montré comment, en particulier, ils ont travaillé sur le bec, la variation du bec, d'une part en fonction de la compétition entre les espèces, qui fait qu'elles se déplacent l'une par rapport à l'autre pour ne pas être en compétition, et puis sur la variation du bec en fonction des perturbations climatiques. Les années très sèches, où la nourriture est rare, le bec se rétrécit, devient plus court, alors que les années où il y a beaucoup à manger, il prend une autre forme. Donc, voilà, les oiseaux sont réellement un tremplin vers l'inconnu. Mais aussi, les oiseaux sont aussi une source d'inspiration pour des quantités d'autres très culturels dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. Par exemple, dans le domaine religieux, ça c'est Saint François d'Assise qui est en train de parler aux oiseaux. Vous savez qu'il parle aux oiseaux comme de ses frères. Hein, il dit à le frère terre, la sœur mère et les frères oiseaux. Voilà, ça c'est Saint François d'Assise. Des parures, ça c'est un chef qui se pare des plumes d'oiseaux. C'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, avec ces magnifiques oiseaux de paradis qui sont des oiseaux absolument superbes, hein, qui deviennent malheureusement de plus en plus rares. Voilà, ça c'est le faucon Horus, d'une divinité égyptienne. C'est probablement le faucon sacre qui a été divinisé par les Indiens. Et puis ça, c'est une magnifique fresque égyptienne qui vous présente quelqu'un en train de pêcher des oiseaux, chasser des oiseaux dans des papyrus au bord du Nil. Voilà. Et puis ici, quelque chose qui est tout à fait remarquable, c'est le manteau du roi Kamehameha. C'était le roi indien qui a un manteau fait avec 450 000 plumes qui ont été arrachées à 80 000 oiseaux, ce qui fait que le manteau, la fabrication de ce manteau et de ces manteaux, il y en a eu d'autres évidemment, ont entraîné l'extinction pure et simple de ces deux oiseaux endémiques des Hawaïs que sont des Drepanididés, deux espèces qui sont malheureusement éteintes aujourd'hui. Et il est probable que le fait qu'on ait capturé toutes ces plumes ont été une des causes de l'extinction de l'oiseau. Voilà, alors je ne vous parle pas non plus de l'oiseau dans la peinture, l'oiseau dans la musique, l'oiseau dans les arts. L'oiseau est une source d'inspiration pour tout ce qui se rapporte à la culture humaine et à l'intelligence humaine. Voilà. Alors maintenant, il va y avoir moins d'images, mais ce n'est pas grave. Quelles sont les conséquences des changements globaux? Vous savez qu'on a une période de changements globaux importants qui se manifeste entre autres par une érosion, un déclin de la biodiversité. Donc, quelles sont les conséquences de ça sur les fonctions écologiques et par conséquent sur les services écosystémiques? Je vous ai parlé donc des services d'approvisionnement, de régulation, de support culturel. Alors tout ça, ça dépend de la biodiversité. Si la biodiversité décline, quelles en sont les conséquences? Ça, c'est une phrase d'Albert Einstein, mais n'inquiétez pas, elle est apocryphe. Hein, c'est pas vrai. Il a sûrement pas dit ça. Mais c'est
L'idée, quand même, là, si les abeilles disparaissaient, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Bon, voilà. C'est une image pour vous dire que la biodiversité est importante pour des fonctions éminentes pour nous. En tout cas, on sait maintenant, ça c'est des publications tout récentes, que malgré des décennies d'efforts de conservation et plusieurs initiatives globales sous les auspices des Nations Unies, en particulier la Convention sur la diversité biologique de la conférence de Rio de Janeiro de 1992, en dépit de tout ça, nous avons été incapables de ralentir le taux d'érosion de la diversité biologique. Je ne vais pas vous raconter trop de trucs autour de ça, mais il faut quand même savoir que les choses sont sérieuses, puisqu'on estime que la moitié des espèces, dont la plupart resteront inconnues au moment de leur disparition, pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. On estime que la biodiversité pourrait être amputée de la moitié de ce qu'elle est d'ici la moitié du siècle. Ce qui fait dire qu'on est entré dans une phase d'extinction particulièrement problématique et particulièrement sérieuse. Parce que, bon, je n'ai pas le temps de vous discuter, de vous présenter toutes ces choses-là, mais une grande partie de la diversité mondiale est encore inconnue. On estime que sur les 10 à 30 millions d'espèces, on ne connaît actuellement que 2 millions à peu près. Ce qui fait que les systématiciens travaillent beaucoup pour essayer de faire un peu un inventaire de la diversité à la surface de la Terre, mais c'est très difficile parce que plein d'espèces disparaîtront avant même d'avoir été trouvées et décrites. Voilà. Et alors, Achim Steiner, qui a écrit un grand rapport pour le programme des Nations Unies sur l'environnement, dit qu'aucun des problèmes majeurs soulevés par un rapport sur le développement durable n'a reçu de solution satisfaisante. Nous vivons au-dessus de nos moyens, c'est clair, et la destruction systématique des ressources naturelles, donc des fonctions et des services, a atteint un niveau qui pourrait menacer la viabilité de nos économies. Donc c'est quelque chose qui est important. Comment faire pour pallier à cette érosion de la biodiversité? Merde. Comment faire? Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, est-ce qu'il faut reconstituer la biodiversité? Alors, reconstituer la biodiversité, bien sûr. Mais laquelle biodiversité? Dans la biodiversité collection, quel élément de la collection? Est-ce qu'il faut la protéger, la reconstituer pour des services de support, ou des services d'alimentation, ou bien tout, ou bien des services culturels? Ce sont des questions pendantes. Donc, quelle biodiversité? Pourquoi? Pour qui? Et comment? Et ça, c'est une question absolument majeure que la relativement jeune science de la conservation se pose régulièrement. On a des interrogations perpétuelles sur comment dépenser notre argent, comment allouer des fonds qui soient les plus efficaces possibles pour le maintien des services écosystémiques. Alors, il y a une grande tendance qui s'est manifestée notamment depuis la conférence de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992 et qui consiste à dire que le système économique actuel, depuis le début de la révolution industrielle, il traite la nature comme une mine de dividendes dans laquelle on puise sans contrepartie. On puise dans la nature sans se préoccuper des dégâts que ça peut faire. Et ça provoque ce qu'on appelle un épuisement des ressources et ce que les économistes appellent des externalités négatives. Les externalités négatives, c'est des dégâts qu'on fait à la nature et dont on ne se préoccupe pas parce qu'ils ne portent pas atteinte à l'économie. Voilà. Alors, le système économique, l'idée, c'est de penser que si on intègre ces externalités négatives dans les modèles économiques, ça veut dire qu'on les prend en charge pour s'assurer d'une durabilité des services et des fonctions. Et c'est comme ça qu'on
On pense maintenant qu'il existe un potentiel d'outils tels que alors, des mesures compensatoires, des paiements pour services écosystémiques, bref, des tas de dispositions, de systèmes qui permettraient de conserver les services écosystémiques en réinvestissant les externalités dans des opérations de conservation. Ce qui fait dire à certains auteurs, comme eux, là, que la conservation des écosystèmes n'est pas antinomique du développement et de la croissance économique. C'est-à-dire qu'on essaye de ménager la chèvre et le chou et de dire, voilà, on peut à la fois exploiter la nature et conserver les écosystèmes. Donc c'est la grande rhétorique actuelle dans les services écosystémiques, c'est ça. Alors, les racines du concept, si les fonctions exercées par la biodiversité peuvent être détournées au profit des humains, elles deviennent des services, c'est ce qu'on a déjà vu, ça, on n'est pas là-dessus. Et la stratégie est gagnante si on arrive à ce que la biodiversité ne décline plus en internalisant les dégâts qu'on fait, c'est-à-dire que si on internalise les effets indésirables qui découlent de l'exploitation, en les intégrant dans la sphère économique, on assure une durabilité de la biodiversité, donc on satisfait la conservation des fonctions, donc des services. Et alors actuellement, depuis une quinzaine d'années, guère plus, on assiste à une interpénétration du discours écologique et du discours économique par le biais des services. Voilà, c'est une espèce de nouveau Graal de la conservation. Conserver, ça veut dire valoriser les services écosystémiques. Voilà. Alors la logique est celle-ci. Les services, approvisionnement, régulation et support culturel, ils donnent des bénéfices aux sociétés humaines. C'est ce qu'on appelle le Millennium. Alors le Millennium Ecosystem Assessment, vous savez ce que c'est? Non, peut-être pas. Le Millennium Ecosystem Assessment est une énorme entreprise qui a été lancée après la conférence de Rio de Janeiro de 1992 pour faire une évaluation mondiale de l'état de santé des écosystèmes. C'est presque 2000 chercheurs qui se sont penchés sur la problématique de l'état de santé des écosystèmes. Voilà. Et le Millennium Ecosystem Assessment, c'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme et qui a dit les services écosystémiques sont en train de se détruire par surexploitation de la nature, il faut réagir. Donc, mise en chantier d'une véritable politique de conservation de la biodiversité en adossant les stratégies de conservation à des logiques de marché. Il faut donner, le leitmotiv, c'est de dire il faut donner un prix à la nature pour pouvoir la conserver. Alors c'est un économiste célèbre, voilà, Suktev qui a dit ça. Il faut donner un prix à la nature pour la conserver, dont la biodiversité n'est plus une contrainte à protéger, mais c'est une opportunité qui entre dans des logiques marchandes. D'où l'apparition de la notion de capital naturel avec une instrumentalisation de la biodiversité par une évaluation monétaire. Le mot capital n'est pas neutre, hein. Un capital, c'est quelque chose qui est construit par des entreprises, par des compagnies, dans le but de faire des bénéfices et de réinvestir pour gagner encore plus. C'est ça la logique du capital. Donc si on met la biodiversité dans une logique de capital, on doit être gagnant-gagnant. Ce qui fait que des fonctions de régulation comme le climat, purification de l'eau, érosion des sols, contrôle des maladies, etc., ou bien des fonctions de support, production primaire, pollinisation, formation des sols, se transforment les uns en services d'approvisionnement, alimentation, eau, bois, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, ou bien des services culturels. Tout ça, c'est absorbé par l'économie qui en fait un capital naturel. Alors tout le monde n'est pas très, très heureux avec ce terme-là, et tout le monde n'est pas très heureux avec la logique. C'est une logique qui pose des tas de problèmes et qui n'est pas si évidente. En tout cas, pour les économistes, l'idée est ceci, au lieu de voir la protection de la nature comme une contrainte, faire des parcs naturels, dépenser plein de fric pour protéger un oiseau, des trucs comme ça, on peut au contraire l'apercevoir
percevoir l'environnement, non pas comme une contrainte à protéger, mais comme un capital à exploiter. Et ce capital serait l'un des biens les plus importants de la société, sinon le bien le plus important. Voilà l'idée, voilà la notion. Alors, on a fait des tas de modèles, les économistes ont fait des tas de modèles, je passe très vite là-dessus, mais on retrouve toute notre rhétorique des services. Ici, on a des valeurs ou services d'usage, comme la valeur d'usage direct, directement consommable, c'est les services d'approvisionnement, nourriture, bois, biomasse, etc. Valeurs d'usage indirect, comme par exemple les services de support, hein. Et puis des valeurs d'option comme le fait de conserver une durabilité pour le futur, et puis des valeurs de non-usage avec des valeurs d'héritage, ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants, si on ne démolit pas tout, et puis des valeurs d'existence. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu plus philosophique. Mais vous voyez quelque chose qui est très intéressant, que ces économistes attachent d'autant plus d'importance quand les valeurs sont sur la gauche du tableau, qui est exprimé par cette flèche de tangibilité. Plus c'est tangible, donc monnayable, à la limite, échangeable, traficable, plus c'est important, plus la tangibilité est grande. Puis plus vous allez vers la droite, moins c'est important, plus la tangibilité est faible. Alors voilà la logique, la notion de cette évaluation. Alors, les économistes se sont pris de ça, ils ont fait plein de modèles, plein de trucs, et ils s'amusent à chiffrer tout. Là, d'après certains économistes, ce que vaut la forêt méditerranéenne. La forêt méditerranéenne, elle vaut en gros dans les 1200 € par hectare et par an, qui se décompose en produits forestiers boisés, 300 €, produits forestiers non boisés, comme les champignons, les petits fruits, 100 €, séquestration du carbone, 30 €, plaisir de la chasse, quelques euros, etc., etc. Voilà, ça c'est une logique, et vous avez partout maintenant, les économistes font des... Je suppose qu'en Amérique du Nord, c'est même tabac, ça doit être pareil, certainement, hein, probablement. Voilà. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour des quantités de raisons, et là je vais rentrer dans des considérations, pour finir, des considérations un tout petit peu plus philosophiques. Ce sont des conflits d'usage. Ce qui est service pour les uns peut être un disservice pour les autres. Une buse qui va manger des mulots dans un champ de blé, elle est appréciée, le service est apprécié par le paysan, parce que ça lui mangera moins de grains. Hein. Bon, ça protège ses récoltes, la buse. Par contre, elle sera détestée par les chasseurs parce que la buse ira bouffer les perdrix ou les cailles qu'il élève pour les tuer ensuite à la chasse. Donc c'est un exemple absolument banal, mais conflit d'usage. L'objection de monétarisation. Quelle métrique d'évaluation? Alors on compte ça en dollars, on compte ça en euros, on compte ça en unités d'information, on compte ça en bien-être, on compte ça en quoi? L'objection anthropocentrique. Alors l'anthropocentrisme, c'est de tout ramener à nous. Bon, et la question est la suivante. Quand on regarde le grand spectacle de la nature, on peut se poser la question suivante. Une seule espèce, l'homme en l'occurrence, a-t-elle le droit moral de disposer de la vie des autres, de toutes les autres? C'est vrai, on peut se poser cette question-là. Voilà. Objection éthique, qui est simple, c'est que la vie n'est pas une marchandise. Un être vivant, ce n'est pas une marchandise qu'on peut vendre et acheter comme ça, à sa guise, sans que ça pose des problèmes d'ordre moral. Et puis l'objection de substituabilité. Alors ça devient un peu compliqué. L'unicité ontologique et écologique de tout vivant le rend insubstituable. Je vous dis ça parce qu'il y a une grande rhétorique dans les services écosystémiques qui consiste à dire ce qu'on va détruire là, on va le compenser en protégeant ailleurs. Or, ce qu'on détruit là, il est détruit définitivement. Et ce qu'on détruit là, il est insubstituable du fait de la longue histoire évolutive que le coin a vécue et qui fait qu'on ne peut pas
changer un hectare de garrigue contre un autre hectare de garrigue. Bon, ça nous emmènerait dans des considérations un petit peu trop éloignées de ce qu'on veut dire maintenant. Voilà. Alors, le problème de la valeur aussi. Quand on dit valeur, qu'est-ce que ça veut dire, valeur? La valeur, elle peut être instrumentale. Quand on estime un hectare de bois à 1200 euros, bon, c'est une valeur qui est instrumentale, c'est un moyen pour servir d'autres. Mais la valeur, elle peut être intrinsèque. Un être vivant, il vit pour lui-même, donc il a une fin en soi. Qui pose le problème de la valeur, il y a 3 catégories de valeurs. Il y a la valeur d'appréciation de l'importance d'une chose. Par exemple, si je suis un ornithologue et que je vais aller dans la forêt observer des pics, je préférerais observer un grand pic qu'un pic, comment vous appelez, un pic chevelu. Parce que le grand pic, il est plus rare, il est plus beau, etc. Donc, il a une valeur plus... Voilà. Je préfère voir un grand pic qu'un pic chevelu. Et puis la valeur, c'est aussi la quantité d'argent qu'on peut tirer d'une chose. Par exemple, combien je vais vendre un cuisseau d'Orignal. Voilà. Ça, c'est une valeur, unité de mesure. Et puis, la valeur est une règle de référence morale. La norme, la valeur du vivant, voilà, c'est quelque chose qui est intrinsèquement respectable. Donc, l'évaluation par le biais des services écosystémiques instrumentise la biodiversité, voilà, en s'intéressant plus à la gestion des ressources qu'à la protection de la nature. On gère, on ne protège pas, on gère pour notre bénéfice. Ce qui fait qu'on fige la nature, en fait, on lui supprime sa liberté de vie, si vous voulez, on fige la nature dans un rôle de pourvoyeur de services et on la prive de ses fonctions de créativité et d'évolution. Parce qu'en plus, on voit la nature d'une manière fixe à l'instant T, en 2018, par exemple. Mais la nature, on le démontre maintenant, les gens qui travaillent ils peuvent démontrer que tout bouge, il y a une éco-évolution permanente, que tout bouge en permanence. Et que le fait de figer tout ça dans des modèles économiques tout à fait instantanés, ça enlève à la nature, au service, les fonctions de créativité et d'évolution. C'est pas évident. Alors ça, c'est une philosophe des sciences, qui s'appelle Virginie Maris, qui écrit que mettre l'accent sur des fonctions revient à privilégier ce que font les organismes plutôt que ce qu'ils sont. C'est-à-dire que la valeur d'existence de l'organisme en tant qu'être vivant digne de considération morale, cette valeur-là, elle s'estompe, elle s'efface par rapport à ce que fait la biodiversité. Le risque d'une telle approche est de faire basculer l'enjeu de conservation dans un registre technique qui se préoccupe davantage de l'efficacité de la nature qu'aux acteurs de cette nature. Or, quand on protège la nature, les objectifs de conservation, c'est quand même de conserver des entités de biodiversité. Ce n'est pas des fonctions, ce n'est pas des services qu'on protège. On les protège pour notre intérêt, mais d'abord, en termes de conservation, on les protège pour eux-mêmes. Voilà. Ce qui nous ramène à des considérations sur les relations humain-nature. Le dualisme entre humain et nature peut être résumé par 4 grandes catégories de postures. L'anthropocentrisme qui date de la philosophie des Grecs. Voilà, c'est une suprématie naturelle, ontologique, philosophique de l'être humain, qui est le roi de la nature. Alors il est, comme disait l'injonction de Descartes, maître et possesseur de la nature, il est la mesure de toute chose, de Protagoras, etc. Voilà. Il y a une posture qui consiste au contraire à s'intéresser à ce que Paul Taylor ici appelle un centre théologique de vie, c'est-à-dire que chaque être vivant, à l'échelle des individus, pas simplement des espèces, des populations, chaque individu doit être respecté en tant qu'il est détenteur d'une vie qui n'a pas été faite par l'homme, mais qui est la sienne. Le pathocentrisme, c'est une position, et puis l'écocentrisme, qui est une position qui est très, très intéressante d'un point de vue de la conservation de la nature, parce que l'écocentrisme s'intéresse à la communauté biotique, c'est-à-dire à l'ensemble des organismes, quels qu'ils soient, et puis surtout
des interactions entre ces organismes, des interactions qui sont à l'origine des fonctions et des services. Alors on a un philosophe des sciences qui s'appelle Aldo Leopold, qui a beaucoup travaillé la question, et puis actuellement un philosophe américain qui s'appelle John Callicott, qui prêche beaucoup pour l'écocentrisme comme mode de relation avec la nature qui paraît la plus compatible avec une conservation digne de ce nom, qui soit également respectueuse des fonctions et des services. Donc maintenant, dans cette logique de fonctions et de services, la problématique, c'est de gérer, accompagner, piloter, orienter, valoriser le processus de ce qu'on peut appeler l'anthropocénisation. On a développé beaucoup ça, mais vous savez qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique que certains décrivent comme étant une ère, l'Anthropocène, qui succède à la dernière période géologique qui est l'Holocène, et qui désigne une transformation tellement importante de la nature, de la biosphère, de la planète bleue, que les transformations se voient de l'espace, d'où le nom d'Anthropocène. Voilà. Alors, cette nouvelle conservation, qui rompt un peu avec la conservation qu'on a pratiquée dans les décennies précédentes, c'est d'adosser les stratégies de conservation à des logiques de marché. On ne protège plus les espèces pour elles-mêmes, mais pour ce qu'elles nous rapportent. Voilà. En se disant, ce qui est bon pour les humains est bon pour les natures, donc pour la nature. Donc c'est une stratégie qui est gagnante-gagnante. Donc la nouvelle conservation favorise une éthique qu'on appelle conséquentialiste, plus favorable à la durabilité que les approches déontologiques classiques. L'approche déontologique, c'est dire on protège la nature pour elle-même, parce qu'elle mérite d'être... voilà. On dépense beaucoup d'argent pour sauver le condor de Californie, parce que le condor de Californie m'évite la vie parce que c'est le condor de Californie. Alors que maintenant, on a une approche qui est plus une éthique dite conséquentialiste, qui consiste à, c'est une posture philosophique qui consiste à analyser les conséquences d'une action sur l'environnement. Et en l'occurrence, les conséquences de l'action sur l'environnement, c'est le maintien des fonctions et des services. Voilà, c'est comme ça que la nouvelle conservation se voit. Ce qui fait qu'au moins en Europe, je ne sais pas comment c'est vous, mais en Europe, on a un glissement épistémologique, du point de vue philosophique, c'est comme ça qu'il faut dire les choses, un glissement épistémologique entre une écologie qui dissociait, qui opposait complètement les activités humaines des activités de conservation. Alors on exploitait la forêt à mort, en se fichant pas mal des externalités négatives, dès l'instant où ces externalités négatives, elles étaient neutralisées par le fait qu'on protégeait les petits oiseaux dans des parcs. C'est la métaphore du bocal. On met la nature sous cloche, dans des parcs nationaux, dans des réserves intégrales, et puis à la réserve intégrale, laissez-nous faire ce qu'on veut et tout foutre en l'air, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est les années 2000. À partir du début des années 2000, on a un glissement épistémologique et sémantique qui fait passer de la nature à protéger vers des ressources naturelles. Les ressources, c'est ce qui alimente un capital. On est déjà dans une logique que je vous ai expliquée. Après, espèces rares qu'il faut quand même protéger. Un patrimoine naturel donc, qui est valorisé par les pères pour les transmettre à leurs enfants, vers la biodiversité et puis capital naturel. Donc un glissement écologique qui n'est pas neutre sur le plan des conséquences de ce glissement en matière de gestion de l'espace. Avec, en 2006, l'émergence, en France au moins, de la notion de solidarité. Alors on parle de solidarité écologique, économique et sociale pour signifier que les humains et les non-humains sont embarqués dans le même bateau, les non-humains ayant pour fonction de favoriser le bien-être des humains. Là, voilà. Et ça, c'est rentré dans la loi du 14 avril 2006 sur la réforme des parcs nationaux en France. Voilà. Et puis, etc. Et l'année dernière, il y a 2 ans, on a une loi sur la reconquête de la nature, de la biodiversité et des paysages qui est exactement dans une logique
de valorisation des services écosystémiques. Ce qui fait que, si on regarde maintenant quel est le statut de la biodiversité dans la gestion des paysages, on a un curseur ici qui se balade entre deux options extrêmes. L'option de ce qu'on peut appeler le réensauvagement à grande échelle, dans des espaces de liberté où la nature est complètement libre, où les humains laissent les choses évoluer librement. Ça, c'est la partie la gauche du curseur. Et puis là, la partie droite, où on a un land sharing, où on a une espèce d'écologie de la réconciliation, parce qu'on cherche à optimiser la biodiversité dans des paysages multifonctionnels, avec plein de fonctions, donc plein de services gérés par les humains, pour les humains. Donc la position du curseur, si vous voulez, entre les protecteurs purs et durs et les protecteurs complètement économistes, elle dépend en fait de la volonté des gens à renouer ou pas avec leur héritage naturel. On est des pays où la démocratie, on est des pays démocrates, la démocratie libérale, donc ce que disent les gens est important. Bon, alors, dans quelle mesure les gens sont d'accord pour intégrer la nature dans leur style de vie? Et la question qui se pose est la suivante: comment réconcilier nos vie moderne avec la nature, protéger la nature pour ce qu'elle apporte aux humains, ou plutôt ce qu'elle est pour elle-même. Et ça, c'est une grande dichotomie de type philosophique qui n'est pas évidente, voilà, et qui correspond à un nouveau récit environnemental pour le XXIe siècle. Et je terminerai là-dessus en disant qu'on est actuellement, au moins en France, dans un tournant sur la manière dont on souhaite que les humains regardent de la nature. Alors j'aime bien, quand je faisais des cours à mes étudiants, je leur laissais des messages à rapporter à la maison. Alors les messages à rapporter à la maison, voilà en gros ce que c'est: une nouvelle métrique, la biodiversité et les services écosystémiques. La biodiversité, c'est ça maintenant. Alors c'est quand même vachement anthropocentré, hein. Bon, des fonctions au service, quelle déclinaison? Ce que sont les fonctions, ce qu'apportent les services. Vous avez 4 grandes familles de services, c'est ça. Voilà, les changements globaux, l'érosion de la biodiversité, quelles sont les conséquences sur les services? Ça, c'est ce qu'on voit, malheureusement, tous les jours, on parle d'une érosion de la biodiversité. Quelles en sont les conséquences sur notre vie à nous? Alors, on absorbe la biodiversité par l'économie. Si on met la biodiversité dans l'économie, on espère que ça va arranger les choses en parlant de capital naturel et de valeur de la biodiversité. Ce qui ne va pas de soi, puisqu'il y a des objections. Il y a la question des valeurs. Qu'est-ce que c'est que la valeur et les valeurs? Donc la protection de la nature qui est en train de se diriger vers une nouvelle conservation, mais qui doit être tempérée par le fait que si on est logique avec nous-mêmes et si on veut rester des humains dignes de ce nom, on doit se préoccuper d'une nécessaire éthique de l'environnement. Voilà, et le mot de la fin, c'est ça, la valeur d'existence de l'oiseau, comme d'ailleurs d'un ver de terre ou d'un moucheron, la valeur d'existence d'un être vivant transcende toutes les autres. Ça, c'est ma position finale. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Blondel. Alors, on a du temps pour une période de questions. On vous demande pour les questions de vous déplacer au micro. On a quand même une captation. Donc, les micros qui sont de chaque côté de la salle. Ça vous a plu? Je suis très impressionné. On a une première question. Merci Jacques pour cette présentation. Je ne sais pas si tu m'entends. Ouais. C'est bon? Ouais. Okay. J'aurais une autre objection à cette approche marchande de la conservation, qu'on pourrait appeler objection d'ignorance. L'écologie, c'est une discipline assez récente, même très récente. Il y a énormément de choses qu'on connaît, mais il y a encore beaucoup plus de choses qu'on ne connaît pas. Alors comment on peut se permettre de faire des calculs de services ou de valeurs si on ne connaît pas peut-être
je ne sais pas, 1% de ce qui existe réellement en termes de services potentiels ou de valeur potentielle de ces écosystèmes et de ces espèces. Exactement. L'objection d'ignorance est une excellente question. Quand on fait de l'écologie, puis quand on devient un vieux bonhomme comme moi, je suis vieux quand même. J'ai fait de l'écologie toute ma vie, je me rends compte qu'on sait actuellement pratiquement rien de la réalité, de la complexité des interactions qu'il y a à l'intérieur des écosystèmes. De sorte que ça je l'ai rajouté, merci Denis, l'objection d'ignorance. On en sait trop peu pour pouvoir pérorer sur ce que sont des services et des fonctions. Absolument. Tout à fait d'accord. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Moi, vous parlez des choses intangibles, mais justement, avec le fait de mettre d'une valeur monétaire sur un service, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont en dehors de toute valeur? La beauté d'un paysage, la beauté du chant d'un oiseau, la beauté... On ne peut pas mettre ça. Sinon, on peut se dire, finalement, on perd 3 000 euros, mais on a 6 000 euros de bénéfices, alors... C'est ce qu'on met dans la valeur d'existence, effectivement. Le fait que l'animal soit là, qu'il s'offre à la contemplation de l'être humain, on ne devrait même pas dire service. C'est un service culturel énorme, mais c'est ce qui fait sa vie. C'est impossible de rentrer ça dans une dimension économique. Voilà. Mais moi, si je faisais... J'espère qu'il n'y a pas trop d'économistes parmi vous, mais quand je fais ce discours devant des économistes, je me fais rentrer dedans. Hein. On me dit, mais vous êtes des rêveurs, des doux rêveurs, mais l'économie, c'est si important, c'est ce qui va nourrir la planète. Quand on sera 10 milliards d'individus, vous ne vous rendez pas compte, etc., etc. Moi, je m'inscris complètement faux devant des raisonnements de ce type-là. Monsieur. Bonsoir. La notion de valorisation des services que nous rend la nature, ça me rappelle ce que j'apprenais dans les années 80 dans mon cours d'économie de l'environnement. Et je ne sais pas si on a beaucoup progressé. Une fois qu'on a dit que l'environnement, c'est comme une ressource gratuite qu'on peut exploiter, on en tire tout ce que je veux, et on n'a pas de coût associé. Maintenant, on dit, OK, il y a une valeur, mais est-ce qu'on a développé d'autres idées au-delà de ça? À qui on paierait cette valeur-là? Comment? Parce que je fais le parallèle un peu avec la taxe carbone. On dit, OK, ici, on va produire des GES. Ailleurs, on va en sous-produire. On va encourager d'autres initiatives. Mais la biodiversité n'est pas transportable, transposable comme ça. Donc, une fois qu'on a déterminé une valeur, on fait quoi avec ça? C'est bien ce que je vous ai dit. C'est qu'en réalité, la biodiversité est insubstituable, ce qui fait que ce qu'on appelle les banques de compensation, quand une compagnie demande un permis pour détruire un endroit pour le bétonner ou pour faire un immeuble, la compagnie s'engage à compenser ce qu'elle détruit en rétablissant la biodiversité ailleurs. Mais en réalité, ce qui est détruit est détruit. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que les banques de compensation, c'est une énorme imposture. Voilà. Et pourtant, c'est tout à fait répandu, hein, c'est tout à fait pratiqué. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Écoutez, je ne sais pas si question. Les 2 micros sont libres. C'est votre dernière chance, un spécial. Monsieur Gachon. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation excellente. D'abord très imagée, ça nous fait réfléchir beaucoup. Puis j'avais une question et surtout un avis de votre part pour détourner le propos que certains économistes, et on voit de toute façon en arrière aussi la vision, encore une fois, très anthropocentrique de tout le temps vouloir mettre une valeur à des choses qui sont bien au-delà, en fait, de ce que... des choses purement monétaires. Ma question, elle est très dirigée, parce qu'en fait, il n'y a pas une antinomie non plus complète entre la valeur économique ou les services écosystémiques, et vous ne l'avez pas trop mentionné dans votre présentation, mais de plus en plus de travaux dans le domaine sanitaire montrent à quel point, en fait, il y a un service fondamental qui est là par la présence, notamment, en particulier, la végétation en ville, de réduire la production de COV et d'améliorer la qualité de l'air. Donc, il y a déjà un premier service fondamental, c'est de perpétuer la vie. Mais bien sûr, de permettre, en fait, une santé, un bien-être. Donc, au-delà, en fait, des aspects culturels. Et peut-être cet aspect-là, il
y mettre l'emphase au cours des prochaines années, parce que ça, c'est quelque chose qui nous parle à tous, parce que la santé fait partie évidemment des priorités de toutes les sociétés. Tout à fait d'accord. On pourrait donner plein d'exemples. Il y a actuellement, au moins en Europe, je ne sais pas comment c'est ici, mais une explosion de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, vous voyez Ici aussi, beaucoup. c'est transmis par des tiques qui portent la bactérie. Et on a pu démontrer que plus la diversité des mammifères dans un espace forestier est grande, moins le risque que la maladie de Lyme se transmette aux humains est forte. Donc là, on a un exemple flagrant d'une biodiversité qui est favorable, qui est bonne pour la santé humaine. Puis il y aurait plein d'autres exemples, évidemment. Ouais. Tout à fait d'accord, oui. Je comprends les considérations éthiques qui sont de... J'ai un problème fondamental aussi à mettre une valeur monétaire à la nature. Mais j'ai l'impression que si on ne le fait pas, la nature se fait encore plus avoir parce qu'on est dans un système capitaliste, puis c'est pas demain matin que ça va changer. Fait qu'en attendant, est-ce qu'on est mieux de sous-estimer la valeur de la nature en au moins utilisant la valeur monétaire du service écosystémique, ou peut-être de corriger pour juste augmenter cette valeur économique-là pour qu'au moins on diminue l'impact qu'on a sur la nature? Oui, mais tout ça, c'est des arguments qui sont effectivement pris par les gens qui défendent une approche économique de la biodiversité, de la nature. Hein. C'est de dire que si on n'instrumentalise pas ça, ça va quand même se dégrader. Voilà. Voilà. Il faut s'en prendre plutôt à notre système économique, le système capitaliste. On ne vous entend pas du tout, madame. Il faudrait ou bien parler près du micro. Pardon. Je disais que peut-être que la solution, ce serait... Bien, c'est très intéressant, mais au final, il faudrait peut-être s'attaquer à la question du capitalisme. Oui. C'est mon petit message. Ah, tout à fait. Vaste projet. Vaste Mais écoutez, je ne sais pas si on va terminer sur cette note-là, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour la conférence de ce soir. Et j'espère qu'il y a une petite note d'espoir quand même, qu'on s'en va vers un petit peu plus de conscience et de respect un peu de la nature et de compréhension qu'on en fait partie. Tout à fait. La période est un peu dure, hein, un peu difficile. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, là, on a eu une discussion dans le laboratoire de Denis. Moi, je fais mienne cette phrase du philosophe italien Gramsci qui dit qu'il faut pratiquer un peu le pessimisme de la raison, il faut être objectif, il faut bien voir, mais l'optimisme de la volonté, c'est ça qu'il faut. Il faut être volontaire et penser qu'on y arrivera. Voilà. Il faut être optimiste. Merci pour l'optimisme. Bonne soirée.